Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Doré, je suis actuellement chercheure postdoctorale à l'Université de Toronto et également au Centre de recherche du CHUM à Montréal. Et je suis également membre du comité d'orientation du regroupement stratégique en santé mentale du réseau de recherche en santé des populations. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à ce webinaire Travail et santé mentale, qu'avez-vous appris avec l'étude Salvéo, qui est organisée par le regroupement en santé mentale du réseau de recherche en santé des populations, en collaboration avec le réseau canadien. Donc, avant de poursuivre, je veux juste vous indiquer que dans la section conversation sur le webinaire, si jamais vous avez des problèmes d'audio ou de visuel, n'hésitez pas à nous écrire et puis on pourra essayer de régler la situation le plus rapidement possible. Donc, je vous informe avant de commencer que la séance va être enregistrée. Elle sera ensuite diffusée sur YouTube où vous pourrez la consulter sans problème par la suite. Donc, le déroulement du webinaire va comme suit. Donc, tout d'abord, nous allons avoir une présentation de notre conférencier, Dr. Alain Marchand. Donc, M. Marchand est professeur titulaire à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal. Il est chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal, à l'IRSPOM. Et il est également directeur de l'équipe de recherche sur le travail et la santé mentale, ainsi que du regroupement thématique majeur déterminants sociaux de la santé de l'IRSPOM. Donc, il est avec nous aujourd'hui pour nous présenter les principaux résultats de l'étude Salvéo. Donc, suite à la présentation de M. Marchand, nous aurons une période de questions et d'échanges avec vous tous. Donc, je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long de la présentation vos questions dans la section conversation du webinaire. Je vous encouragerai à sélectionner tout au bas de l'encadré le petit onglet « Tout le monde » en bleu pour que tout le monde puisse voir votre question et par la suite faire le lien avec la réponse qui sera donnée à M. Marchand. Donc, vous pouvez inscrire vos questions tout au long de la présentation, mais on va garder les questions pour la fin du webinaire. Excusez-moi, j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc, je voulais simplement vous informer aussi que suite à la présentation, nous allons vous envoyer la présentation en format PDF par courriel, puis vous recevrez à ce moment-là également le lien pour accéder à la présentation sur YouTube. Donc, alors maintenant, sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier, M. Marchand. Merci beaucoup. Alors, bien écoutez, merci de cette opportunité de pouvoir venir vous présenter quelques résultats, les résultats principaux de l'étude Salvéo et en particulier, qu'est-ce qu'on a appris de particulier avec cette étude. Alors, c'est une grande enquête qui a été menée conjointement avec la compagnie d'assurance Manuvie, qui était le partenaire dans cette grande recherche. Manuvie a agi surtout avec nous pour nous aider à recruter les entreprises, nous a donné accès à son bassin client. Disons qu'à l'époque, je vous dis Manuvie, mais à l'époque, c'était la compagnie d'assurance Standard Life, donc pour être un petit peu plus précis, et qui a été par la suite acheté par Manuvie. C'est un projet qui a été financé par les instituts de recherche les instituts de recherche en santé du Canada, et le Fonds de recherche santé du Québec. Et donc, un projet qui a été appuyé grandement à la fois par les organismes subventionnaires et par la compagnie d'assurance qui a accepté d'être partenaire dans cette aventure. C'est une grande recherche, écoutez, qui a impliqué plusieurs chercheurs, des chercheurs de l'Université de Montréal, des chercheurs de la John Molson School of Business, des chercheurs de l'Université Laval aussi. Alors donc, Pierre Durand, André Demers, Victor Haynes, Steve Harvey, Sonia Lupien, Marie-Hélène Parizeau et Vincent Rousseau composaient l'équipe de cette grande recherche. Et je dois prendre quelques secondes pour remercier le personnel qui a fait un travail extraordinaire avec nous durant l'enquête. Marie-Ève Blanc, qui a agi comme coordonnatrice de recherche, mais également professionnelle et tout ça. Marie-Ève est quand même extrêmement prolifique pour nous dans l'équipe et indispensable. Julie Dextra-Gauthier, qui a agi comme assistante de recherche, qui a fait sa thèse aussi également avec nous. Notre chère Nicole Lévesque, je ne sais pas si elle est branchée aujourd'hui, Nicole, mais Nicole était là en soutien. Heureusement que Nicole était là au niveau secrétariat administratif, nous a aidé à passer à travers cette grande aventure. Et évidemment, tous les étudiants et étudiantes qui ont participé à la collecte de données, vous allez voir que c'est une enquête qui est quand même assez imposante, qui a demandé beaucoup d'efforts et donc beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de bras, pour parler ainsi, pour arriver à réaliser cette étude. Alors donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est, comme je le disais tantôt, les résultats principaux. On va aborder principalement 3 points, à savoir le lien entre la santé mentale et la réaction physiologique.
On va discuter après des facteurs du travail, hors travail et individuels qui sont associés à la santé mentale. Et je vais terminer avec les pratiques de gestion qui sont associées à des taux plus faibles de réclamation pour problèmes de santé mentale. Alors, rapidement, vous avez devant vous le modèle qui a été utilisé pour l'étude de Salveo, le modèle un peu plus conceptuel qui est derrière. Alors, comme vous pouvez le voir, on conçoit les problèmes de santé mentale, principalement les problèmes de détresse psychologique, de dépression et d'épuisement professionnel. C'est là-dessus qu'on a mis l'emphase, comme étant la résultante d'exposition à des stresseurs qui peuvent être évidemment dans le milieu de travail, c'était l'objet de la recherche, dans le milieu de travail, mais également des facteurs à l'extérieur du milieu de travail, comme par exemple la situation familiale, le réseau social dans lequel les gens sont intégrés, ainsi que les différents aspects de la communauté dans lesquels les individus sont inscrits. Alors, tous ces stresseurs-là vont générer un certain niveau de stress chez les individus et donc une certaine réponse de stress qu'on va essayer de comprendre à partir de réactions physiologiques, essentiellement à partir de mesures de concentration de cortisol salivaire et d'alpha-amylase. Donc, on est capable d'intégrer dans ce projet à la fois des composantes psychosociales, si on peut parler comme ça, puis des mesures un petit peu plus objectives, à savoir dans quelle mesure la réponse de stress est associée à des stresseurs qu'on va retrouver dans l'environnement de travail, dans la famille, dans le réseau social. Évidemment, on s'intéresse aussi à des facteurs qui pourraient changer la façon dont ces différents effets-là pourraient influencer la santé mentale. Il pourrait avoir des aspects qui sont reliés au genre, aux différents hommes-femmes, les différents cycles de vie, les traits de personnalité ainsi que les événements stressants. Et bien sûr, comme il s'agit d'une recherche en milieu de travail, vous allez le voir avec une grande diversité d'entreprises, on va tenir compte de la syndicalisation, de la taille du secteur économique puis de l'instabilité des marchés dans lesquels sont inscrites les entreprises qui ont participé à ce projet de recherche. Alors, rapidement, un portrait de l'échantillon de cette enquête Salveo, de cette étude Salveo. Alors, on a recruté aléatoirement, on a fait une sélection aléatoire de plusieurs établissements. Au total, il y a 60 milieux de travail qui ont accepté de participer à l'enquête, 60 milieux de travail qui étaient des clients de la Standard Life à l'époque. Vous pouvez voir qu'en termes de distribution en rapport avec la taille de l'entreprise, 27% sont des petites entreprises, 28% des moyennes et 35% des entreprises de grandes entreprises. 33% de notre échantillon contient des entreprises syndiquées et on a une distribution également en fonction du secteur économique. 30% des entreprises proviennent du secteur secondaire et 70% du secteur tertiaire. Dans chacune des entreprises ou des établissements qui ont participé à l'enquête, on procédait à un échantillonnage d'employés pour participer à la recherche. Au total, il y a 2162 employés qui ont participé à la recherche pour un taux de réponse de 73%, qui est excellent compte tenu du type d'enquête par questionnaire. Alors donc, on est assez fiers du résultat à cet égard-là. 49% des répondants étaient des femmes, l'âge moyen 41 ans. On a aussi également interrogé 75 responsables des ressources humaines, une à deux personnes par milieu de travail qui participaient à l'enquête, à la fois pour des entrevues en profondeur qui devaient durer environ 1 heure, et ensuite on administrait un questionnaire à ces différents gestionnaires des ressources humaines. Pour le volet physiologique, alors il y a des 63 entreprises qui participaient, il y a 34 milieux de travail qui ont été ciblés pour le volet physiologique. Il y a 401 personnes qui ont accepté de nous donner des échantillons de salive pour être en mesure d'évaluer les concentrations de cortisol et d'alpha-amylase. C'était quelque chose qui était quand même assez important. Les personnes devaient nous donner 5 échantillons par jour pendant 3 jours, dont une journée évoluer les concentrations au cours comparativement de journées de repos versus des journées de travail. Au total, 56% étaient des femmes et l'âge moyen était de 41 ans. Maintenant, si on regarde la distribution des symptômes de santé mentale dans l'échantillon Salveo, vous pouvez voir au graphique que vous avez devant vous que la prévalence des symptômes est quand même relativement élevée, particulièrement pour les problèmes de détresse psychologique. On peut voir que ça varie entre 21 et 26 des employés qui sont influencés, 21% chez les hommes, 26% chez les femmes, avec des différences significatives. Les proportions sont un peu plus faibles lorsqu'on tombe sur des problèmes qui sont plus spécifiques, comme par exemple les symptômes de dépression, 4% chez les hommes, 7-8% chez les femmes, avec des différences significatives.
L'épuisement professionnel est plutôt faible dans cet échantillon, 3% chez les hommes, 4 à 5% chez les femmes. Et lorsqu'on décompose l'épuisement professionnel a trois grandes dimensions. Une dimension associée à l'épuisement émotionnel, le cynisme et la perte d'efficacité au travail. On peut voir que les problèmes d'épuisement émotionnel semblent être les plus importants, avec environ 10% de symptômes chez les hommes et presque 14% chez les femmes, différence significative à cet égard, et environ 8% de cynisme et 10 à 12% pour ce qui est de l'inefficacité professionnelle, sans différence entre les hommes et les femmes. Maintenant, si on examine plus précisément quel est le lien entre la réaction physiologique et les problèmes de santé mentale au travail? Alors, ce que vous avez dans un premier temps devant vous, c'est tiré de notre échantillon de 401 personnes qui ont accepté de nous donner des échantillons de salive. Alors, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est le profil de sécrétion de cortisol salivaire chez des individus qui sont sains, c'est-à-dire des individus qui nous rapportent peu de symptômes, soit de détresse, de dépression ou d'épuisement professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 5 mesures par jour, une mesure au réveil, une mesure après 30 minutes, ensuite un second échantillon à 2 heures l'après-midi, à 4 heures, et finalement un dernier échantillon au coucher. Alors, vous pouvez voir qu'entre les réveils et 30 minutes, il y a une élévation des concentrations de cortisol. Ça, c'est très sain, c'est ce qu'on appelle le petit kick qui vous permet de démarrer votre journée dans la joie et l'enthousiasme. C'est ce qui vous stimule pour commencer votre journée. Et par la suite, ce qu'on va voir, c'est une diminution des concentrations de cortisol au fil de la journée. Lorsqu'on compare maintenant avec les individus qui rapportent une symptomatologie élevée de détresse, de dépression et d'épuisement professionnel, on peut voir que pour ces sujets, qu'est-ce qu'on assiste? On peut observer une dérégulation des concentrations de cortisol. On peut voir qu'en général, pour ces sujets qui sont en souffrance, les concentrations de cortisol sont plus élevées au réveil et par la suite, ces sujets ne bénéficient pas de l'accroissement des concentrations de cortisol qui permet de commencer la journée du bon pied, si je peux parler ainsi. Alors, on peut voir que chez les individus en souffrance, il n'y a soit aucun effet, voire une diminution, quand on regarde les gens qui sont en dépression, une diminution des concentrations de cortisol. Et pour le reste de la journée, vous pouvez voir que les individus qui sont en souffrance vont avoir tendance à sécréter moins de cortisol comparativement aux individus qui rapportent peu de symptômes. Alors ça, pour nous, c'était un résultat extrêmement important parce que ça nous permettait comment je peux dire ça, d'avoir un argument supplémentaire pour convaincre les employeurs que les problèmes de santé mentale qu'on mesure par questionnaire, détresse, dépression, épuisement professionnel, c'est pas seulement des employés qui se plaignent, qui sont insatisfaits de leur travail et qui en profitent pour exagérer des symptômes. Non, cette symptomatologie-là, rapportée par des questionnaires, s'accompagne également de perturbations au niveau physiologique. Alors donc, on est en mesure de valider des réactions au niveau plus objectif, au niveau de la physiologie. On vient d'être en mesure de convaincre davantage les employés, les employeurs, qu'on est devant un vrai problème sur lequel il faut s'attarder. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail les différents problèmes ou facteurs qu'on a examinés, facteurs du travail, hors travail et individuels qui pourraient être associés à la santé mentale, alors, vous avez devant vous les différents facteurs qu'on a examinés pendant la recherche. Donc, en matière de travail, on s'est intéressé à 4 grandes composantes dans un premier temps. La conception des tâches, les demandes au travail, les relations sociales et les gratifications. En matière de conception des tâches, on s'intéressait à l'utilisation des compétences au travail, l'autorité décisionnelle. Pour ce qui est des demandes auxquelles les gens sont exposés, on peut être exposé à des demandes physiques, à des demandes psychologiques. Évidemment, il y a des demandes qui sont de nature contractuelle en termes d'heures travaillées et d'horaires de travail, en particulier l'horaire de travail irrégulier. Au plan des relations sociales, on s'est intéressé au soutien des collègues, au soutien de la supervision, mais également à un style de supervision qu'on appelle la supervision abusive, les comportements agressifs et les problèmes d'harcèlement en milieu de travail. Finalement, au niveau des gratifications, des éléments extrêmement importants qui sont connus maintenant et largement documentés, qui relèvent de la reconnaissance au travail, des perspectives de carrière et de l'insécurité d'emploi. Au niveau de la famille ou des facteurs hors travail, là, deux aspects ont été examinés. La situation familiale, comme par exemple vivre en couple, la présence d'enfants mineurs, le revenu du ménage. Est-ce qu'il y a des tensions dans les relations maritales? Est-ce qu'il y a des tensions dans les relations parentales? Des éléments extrêmement importants entourant la conciliation travail-famille. Est-ce qu'il y a un débordement de la situation familiale ou des problèmes qu'on vit
dans la famille sur le milieu de travail et à l'inverse, est-ce qu'il y a un débordement de ce qu'on vit au travail, sur les expériences de vie au niveau de la famille, ça limite vos loisirs, votre participation dans la famille, etc. Et on s'est intéressé aussi au soutien que la personne obtient à l'extérieur du milieu de travail, donc le soutien ça peut venir évidemment de la famille, mais ça peut devenir d'autres proches, les voisins, etc. Au niveau individuel, vous pouvez voir qu'on s'est intéressé aussi à plusieurs facteurs au niveau de la démographie, santé générale, habitudes de vie, traits de personnalité, événements stressants. Démographie, le fait d'être une femme, l'âge de nos répondants. Au niveau de la santé générale, on a évalué les problèmes de santé chronique que vivaient les différents travailleurs qu'on a interrogés. En matière d'habitudes de vie, consommation d'alcool, tabac, activité physique. Deux traits de personnalité importants, l'estime de soi et le centre interne de contrôle. Et ensuite, on s'est intéressé aux événements stressants vécus dans l'enfance. Donc, quels sont les problèmes que la personne a pu vivre avant l'âge de 18 ans qui pourraient être considérés comme des événements stressants? Par exemple, avoir été exposé à de la toxicomanie au niveau familial des parents, divorce, être hospitalisé, des éléments comme ça. Alors, maintenant, si on regarde les résultats qu'on a obtenus avec Salvéo, ce que vous avez devant vous, évidemment, c'est une synthèse, c'est de faire ça de manière un petit peu plus graphique. Alors, lorsque c'est en rouge, ça nous indique que le facteur ou l'élément ou la variable qu'on est en train d'examiner est un facteur de risque, donc va s'associer soit à davantage de détresse, de dépression ou d'épuisement professionnel. Et lorsque c'est en vert, c'est l'inverse. L'élément va être associé à moins de détresse, de dépression ou d'épuisement professionnel. Et lorsqu'il y a ni de rouge, ni de vert, hein, vous en devinez, peut-être c'était pas significatif. Voilà. Alors, donc si on commence rapidement au niveau des facteurs individuels, alors le fait d'être une femme comparativement à être un homme est associé à davantage de problèmes de détresse psychologique et de dépression. C'est quelque chose quand même qu'on connaît depuis fort longtemps et on a trouvé la même chose dans l'étude Salvéo. Par contre, pas d'effet particulier en ce qui est trait à l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel, le fameux burn-out, rappelez ça. Il faut se rappeler ça. En ce qui concerne l'âge, on peut voir que plus les travailleurs étaient âgés, moins les symptômes de dépression et d'épuisement professionnel étaient prononcés. C'est clair que la présence de problèmes de santé chronique va amener les gens à rapporter davantage de symptômes de détresse, de dépression et d'épuisement. Problème de consommation d'alcool aussi, associé à plus de détresse et de dépression. Consommation de tabac, associé à davantage de dépression. Pratique de l'activité physique. Aura, ça nous amène à ressentir, semble-t-il, moins de symptômes de détresse et de dépression. L'estime de soi et le centre interne de contrôle, sont deux éléments importants que vous pouvez voir en vert. L'estime de soi associée à la détresse et la dépression, moins de symptômes, et le centre interne de contrôle associé aux trois dimensions. Et la présence d'événements stressants dans l'enfance va amener les gens à ressentir plus tard davantage de symptômes associés à la dépression. Ça, c'est pour les facteurs individuels. Maintenant, sur les facteurs hors travail, si on regarde la situation familiale, vous pouvez voir que dans le cas des facteurs individuels, l'ensemble des facteurs individuels qu'on avait examinés étaient associés aux symptômes. Dans le cas de la situation familiale et du réseau social hors travail, c'est sensiblement la même chose aussi. Donc, par exemple, le fait de vivre en couple va être associé à moins de symptômes de détresse, moins de symptômes de dépression. La présence d'enfants mineurs, moins de symptômes d'épuisement professionnel. Là, on se dit, mon Dieu, ça se peut pas, c'est pas possible. Ce qu'on sait, par contre, la présence d'enfants, généralement, c'est quelque chose qui est voulu dans les familles. Je dis bien en général, c'est une chose, le fait d'avoir des enfants est une expérience extrêmement positive chez la majorité des individus. Et donc, dans l'échantillon que nous, on a examiné en particulier, avait tendance à s'associer à moins de problèmes d'épuisement professionnel. Bon, vivre en couple, moins de symptômes, présence d'enfants mineurs, moins de symptômes aussi. Par contre, lorsque des tensions dans les relations maritales et dans les relations parentales, on peut voir que la situation change. Là. En matière de tension parentale, plus de problèmes de détresse, plus de problèmes de dépression. Tension parentale, c'est la même chose. J'ai dit parental, marital. Bon, dans les deux cas, c'est la même chose, je m'excuse. Tension maritale, donc plus de détresse, plus de dépression. Tension parentale, même chose, plus de détresse et plus de dépression. Conciliation travail-famille, donc le débordement de la famille dans un premier temps vers le travail. Pas d'effet particulier pour la détresse et la dépression, mais par contre un effet
c'est-à-dire moins de symptômes d'épuisement professionnel. On a eu tendance, nous, à expliquer ça plutôt par le fait que les gens qui vivent des problèmes de débordement, famille, travail vont avoir tendance à limiter leur participation au milieu de travail, donc réduire leurs heures de travail, ce qui fait qu'on est moins exposé au milieu de travail. Et si on est moins exposé en termes d'heures, on devrait théoriquement ressentir un peu moins de symptômes. Par contre, le débordement de la situation de travail sur la situation familiale, c'est assez clair. C'est 3 fois des petits carrés rouges, alors plus de détresse, plus de dépression et plus d'épuisement professionnel. En terminant, le soutien à l'extérieur du milieu de travail, facteur positif pour la dépression, facteur positif dans le sens plus le soutien est important, moins les gens vont avoir tendance à rapporter des symptômes de dépression. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail l'effet des conditions de travail ou les associations avec les conditions de travail, à la fois pour la détresse, la dépression et l'épuisement professionnel. Alors, ce que vous avez devant vous, vous avez dans un premier temps des résultats pour la détresse psychologique. Alors, dans la première colonne où c'est écrit GHQ non ajusté, vous avez des associations entre les conditions de travail et les symptômes de détresse psychologique. Dans l'autre colonne, qu'est-ce que vous avez? Vous avez qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tient compte des facteurs hors travail et des facteurs personnels. Donc, qu'est-ce qui reste du travail une fois qu'on a tenu en compte la situation familiale, le réseau social hors travail, ainsi que les caractéristiques personnelles? Alors, avant l'ajustement, là, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs éléments du milieu de travail qui vont contribuer. Utilisation des compétences, autorité décisionnelle, demande physique, reconnaissance sont des facteurs qui permettent aux employés de rapporter, qui amènent les employés à rapporter moins de symptômes de détresse. Demande psychologique, soutien de la supervision abusive, comportement agressif et insécurité d'emploi va plutôt s'associer avec davantage de symptômes. Par contre, lorsqu'on ajuste pour les facteurs hors travail et individuels, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs facteurs du travail qui disparaissent. Ce qui semble rester important lorsqu'on tient compte des autres stresseurs, c'est la supervision abusive et l'insécurité d'emploi. Donc, il y a un effet quand même assez important sur la manière dont le travail influence la détresse ou pourrait influencer la détresse lorsqu'on tient compte des autres stresseurs auxquels les individus sont exposés dans leur vie au quotidien. En matière de dépression, c'est exactement la même chose, vous pouvez voir. Donc, première colonne, on rapporte les effets, les associations des variables du travail avec les symptômes de dépression. Dans l'autre colonne, c'est qu'est-ce qui reste une fois que le modèle a été ajusté ou les associations ont été ajustées. Donc, sans ajustement, on a l'utilisation des compétences, le soutien des collègues et la reconnaissance qui s'associent à moins de symptômes de dépression. Par contre, demande psychologique, soutien de la supervision abusive, comportement agressif et insécurité d'emploi ont tendance à générer davantage de symptômes de dépression. Par contre, une fois qu'on fait cet ajustement pour les facteurs hors travail individuels, encore une fois, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs facteurs du milieu de travail qui disparaissent. Ce qui semble rester important pour la dépression, c'est les demandes physiques, les demandes psychologiques et la supervision abusive. Donc là encore, la situation hors travail et les caractéristiques individuelles vont avoir une influence importante sur la manière dont les différents facteurs du travail qu'on a mesurés vont s'associer avec les symptômes de dépression. Maintenant, si on regarde en matière d'épuisement professionnel, toujours, on a fait exactement la même chose. Première colonne, vous avez les associations sans ajustement. Deuxième colonne, les associations après ajustement. Alors, sans ajustement, on peut voir que l'utilisation des compétences et les perspectives de carrière sont associées à moins de symptômes d'épuisement professionnel. Par contre, les demandes psychologiques, l'horaire de travail irrégulier, supervision abusive, comportement agressif, harcèlement, milieu de travail et insécurité d'emploi vont avoir tendance à générer davantage de symptômes d'épuisement professionnel. Ce qui est intéressant ici, c'est lorsqu'on ajuste on fait des ajustements pour les facteurs à l'extérieur du milieu de travail, la situation familiale, le réseau social et les caractéristiques personnelles, on peut voir qu'il y a moins d'influence sur la façon dont les facteurs du travail se relient ou s'associent aux symptômes d'épuisement professionnel. Donc, l'effet d'élimination des facteurs du travail lorsqu'on tient compte des autres stresseurs auxquels on est exposé semble avoir beaucoup moins d'influence lorsqu'on parle d'épuisement professionnel. Alors, ce qui nous reste comme étant important pour l'épuisement, l'utilisation des compétences au travail, moins de symptômes, demande psychologique, supervision abusive, comportement agressif et insécurité d'emploi vont avoir tendance à être des facteurs qui vont amener les employés à rapporter davantage de symptômes d'épuisement professionnel.
Alors, donc, si on se fait, en terminant ce volet, un petit comparatif des différents facteurs du travail qu'on a examinés comme étant importants une fois qu'on a fait les ajustements nécessaires, c'est-à-dire qu'on a tenu compte des facteurs qui sont à l'extérieur du milieu de travail, ainsi que des caractéristiques individuelles qui peuvent représenter des stresseurs importants pour les individus. Donc, l'utilisation des compétences va être importante pour essayer de mieux comprendre ou d'intervenir sur les problèmes d'épuisement professionnel. Demande physique, ça, c'est quand même assez intéressant. Moins de symptômes de dépression. Comme c'est des données transversales, on a tendance à plutôt expliquer ça. Les gens qui pourraient être capables d'évoluer dans un milieu où la demande physique est extrêmement importante, ça devrait possiblement demander une capacité physique et un état d'activité physique relativement important et donc une bonne santé physique de la personne. Et on a vu tantôt que l'activité physique avait tendance à s'associer à moins de symptômes. Donc, il y aurait un lien ici avec plutôt l'état physique de la personne. Pour ce qui est des demandes psychologiques, c'est clair pour la dépression et l'épuisement professionnel. Supervision abusée devient un facteur extrêmement important pour les 3 problèmes qu'on a examinés. Comportement agressif des employés, ça peut être soit des employés, ça peut être soit du superviseur, ça peut être des cadres supérieurs, etc. Ça s'associe à davantage de problèmes d'épuisement. Et l'insécurité d'emploi revient pour 2 éléments importants, à la fois la détresse et l'épuisement professionnel. Alors, ce que vous avez ici, c'est dans quelle mesure que le modèle qui a été utilisé par l'étude Salveo arrive à expliquer quand même quelque chose d'important. Est-ce que c'est simplement mineur ou trivial comme explication qui est apportée simplement des petites associations ou au contraire, on arrive à expliquer une part relativement importante de la variation des symptômes qu'on a observés? Alors, vous pouvez voir que la contribution du modèle Salveo est quand même assez importante d'après les statistiques qui sont rapportées ici. Si on regarde la variation des symptômes entre les établissements, il y a 36 de la variation des problèmes de détresse psychologique qui serait expliquée par le modèle, 61 des problèmes de dépression et presque 69 des problèmes d'épuisement professionnel. C'est pas, ben là, c'est quand même juste 63 établissements, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour les employés, là aussi, les pourcentages sont très importants. 32 d'explications de variation des problèmes de détresse, 48 pour les problèmes de dépression et presque 49 pour les problèmes d'épuisement professionnel. Donc, ce modèle qui tient compte à la fois des facteurs du travail, hors travail et individuel, semble expliquer une part relativement importante des problèmes de dépression, de détresse psychologique et d'épuisement professionnel. Alors donc, en bref, ça semble assez clair que le modèle qui a été utilisé pour conduire l'étude Salveo apporte une contribution importante à la compréhension des problèmes de santé mentale chez les personnes qui sont en emploi. Évidemment, en intégrant les facteurs hors travail et une plus grande panoplie de facteurs individuels, on contribue à élargir les perspectives en matière de santé mentale au travail. Et ça va nous permettre, on pense, d'éviter d'arriver à des conclusions erronées sur les facteurs du travail qui sont importants pour la santé mentale. On l'a vu dans les diapos précédentes, lorsqu'on tient compte des facteurs hors travail individuels, les différents facteurs du travail vont jouer de manière différente. Donc, c'est important d'en tenir compte. Évidemment, il devient primordial d'évaluer, de tenir compte, compte tenu des résultats qu'on a obtenus ici, de tenir compte de la vie hors travail et des caractéristiques individuelles. On n'est pas seulement des travailleurs, mais on est aussi exposé à d'autres stresseurs qui sont à l'extérieur du milieu de travail. Ce que ces résultats-là vont avoir tendance à montrer aussi, c'est l'importance de la complexité. Lorsqu'on parle de santé mentale, on ne pourra pas réduire ça à quelque chose de très simple. Alors, c'est clair, le travail, mais plus particulièrement la vie hors travail, des caractéristiques individuelles vont avoir tendance à atténuer, voire à absorber l'influence de certaines conditions de travail. Donc, c'est important. Si on n'en tient pas compte, si on les élimine, si on ne prend pas la peine de les examiner dans le cadre de nos études, on risque de passer à côté. On risque d'arriver à des conclusions erronées sur certains facteurs du travail qui pourraient influencer la santé mentale. Et évidemment, si on fait cette économie de ne pas tenir compte des facteurs qui sont extérieurs au travail et des caractéristiques individuelles, on risque peut-être de développer des interventions en milieu de travail qui vont rater la cible parce qu'on va avoir travaillé sur le mauvais, techno-stress. On va avoir travaillé sur le mauvais facteur. Je suis sûr que vous allez avoir quelques questions après. Ça ne me surprendrait pas trop.
Maintenant, on va terminer avec les pratiques de gestion associées à des taux plus faibles de réclamation pour des problèmes de santé mentale. Bon, c'est beau de regarder les différents facteurs de risque et tout ça, mais maintenant, on veut examiner quelles sont les pratiques de gestion que les entreprises mettent en place au niveau de la gestion des ressources humaines qui vont permettre aux entreprises d'être un peu plus efficaces, qui vont permettre aux entreprises d'obtenir, par exemple, des taux de réclamation pour des problèmes de santé mentale qui sont plus faibles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de l'étude Salvéo? On a fait l'évaluation de 63 pratiques de gestion qui sont liées au stress, à la santé et au mieux-être en milieu de travail. Alors, on a regroupé ces pratiques-là autour de 3 grandes dimensions macro, méso et micro. Au niveau macro, c'est tout ce qui touche les stratégies ou les pratiques entourant la communication, par exemple, avoir un site web, l'expression régulation des risques, on fait des sondages sur le stress, etc. Au niveau méso, on va s'occuper plus particulièrement, on va développer plus particulièrement des pratiques qui vont toucher les conditions de travail. Par exemple, sur la conception des tâches, permettre la participation directe des employés à la décision dans l'entreprise. Sur les demandes du travail, des pratiques de gestion qui vont viser le contrôle de la charge de travail. Relations sociales, des pratiques qui vont favoriser, par exemple, le travail en équipe. Et les gratifications, est-ce que dans l'entreprise, il y a différents mécanismes pratiques qui permettent, qui offrent des possibilités de promotion aux différents employés. Et au niveau micro, maintenant, c'est davantage des pratiques qui vont toucher l'individu lui-même plus directement à travers la nutrition. Est-ce qu'il y a des rencontres, par exemple, qui sont organisées avec une nutritionniste? L'activité physique, est-ce qu'on offre des rabais dans un centre d'entraînement? Évidemment, on peut installer un centre d'entraînement dans son entreprise, mais c'est généralement quelque chose qui existe plutôt dans les plus grandes entreprises. La santé générale, pratique de gestion en matière de santé générale, des examens médicaux préventifs, par exemple. Gestion de stress, ça, c'est très, très, très populaire dans les entreprises. Par exemple, permettre la pratique de yoga, des pratiques de méditation, des éléments comme ça. Et finalement, des pratiques qui vont toucher plus particulièrement les problèmes de conciliation travail-famille. Ce qu'on peut offrir, par exemple, des horaires de travail flexibles aux employés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a pris les 63 établissements qui ont participé à l'enquête et on les a regroupés en 2 catégories en fonction de leur expérience en matière de réclamation. Alors, on a calculé les taux d'incidence de réclamation sur une base de 3 ans. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé l'incidence pour l'ensemble de la population des clients de Standard Life. Par la suite, on a utilisé la médiane qu'on a obtenue sur la population pour classifier notre échantillon en 2 groupes. Et là, sur la base de la médiane, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a 35 de nos entreprises qui ont un taux de réclamation inférieur à la médiane. Donc, on pourra dire que c'est des entreprises efficaces. Et on a 65 des entreprises qui ont un taux de réclamation supérieur à la médiane de la population. On pourra donc dire que ce sont des entreprises qui sont moins efficaces. Alors, si on regarde maintenant les analyses qu'on a faites pour tenter de déterminer l'effet de ces pratiques ou les associations de ces pratiques de gestion avec les taux de réclamation en 2 catégories. Alors, vous pouvez voir qu'au niveau macro, les aspects relatifs à la communication ou les mesures de contrôle des risques ne semblent pas avoir d'effet particulier. Par contre, au niveau méso, la conception des tâches, les demandes et les pratiques entourant les gratifications vont avoir un effet extrêmement important sur les taux de réclamation. Par exemple, la conception des tâches, lorsque les pratiques se développent à cet égard, les entreprises vont avoir presque 7 fois plus de chances, c'est énorme, d'avoir des taux de réclamation plus faibles. 2 fois lorsqu'on s'occupe des demandes ou le contrôle des demandes et presque 3 fois lorsqu'on s'occupe des gratifications dans le milieu de travail. C'est quand même des résultats assez impressionnants. On pourra toujours dire que c'est l'échantillon quand même juste de 63, je suis bien d'accord, mais c'est quand même des rapports de cote qui nous donnent des informations importantes pour l'intervention. Maintenant, au niveau micro, il y a 2 éléments qui ressortent comme étant importants. Il y a toutes les pratiques de gestion qui entourent l'activité physique, presque 2 fois plus de chances d'être une entreprise efficace, donc des taux de réclamation plus faibles, et des pratiques de gestion qui touchent la conciliation travail-famille ou l'équilibre travail-famille, 3 fois plus de chances d'être une entreprise efficace lorsque les pratiques se développent au niveau de la conciliation travail-famille. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fois des pratiques qui se développent sur les conditions de travail au niveau méso et des pratiques qui sont développées au niveau de l'individu, activité physique et équilibre travail-famille, vont avoir tendance à s'associer à des taux de réclamation qui sont beaucoup plus faibles pour les entreprises. Donc, ça nous indique qu'il y a possiblement un effet positif pour la santé mentale des employés.
Bien évidemment, lorsqu'on parle de pratiques de gestion, généralement, on ne développera pas seulement une seule pratique de gestion, on va tenter d'en développer plusieurs et on n'a pas toujours, par contre, à l'esprit qu'il y a un certain niveau d'intégration qu'on pourrait faire de ces pratiques de gestion. Alors, nous, on s'est intéressé à cette approche d'intégration des pratiques de gestion et il y a 4 configurations possibles qui apparaissent au niveau théorique. C'est-à-dire lorsqu'on croise à la fois la dimension micro et la dimension méso, 4 profils qui peuvent émerger, un profil laisser-faire, un profil d'intégration partielle, 2 profils, pardon, d'intégration partielle et un profil intégré dans lequel les entreprises vont développer à la fois des pratiques entourant le contrôle des conditions de travail et des facteurs touchant l'individu lui-même. Alors, lorsqu'on maintenant tente de classer nos entreprises en fonction de ces différents profils, on peut voir que dans l'étude Salveillot, il y a 3 grands profils qui apparaissent. Donc, le profil laisser-faire, c'est assez clair, c'est le même principe. En rouge, ça veut dire que ces entreprises-là ne développent pas du tout ces pratiques-là. Donc, on peut voir que lorsque c'est une approche laisser-faire, moins de communication, moins de conception des tâches, donc l'entreprise ou l'établissement se désinvestit de ce champ des pratiques de gestion entourant la santé et le mieux-être. Partiellement intégré, alors on peut voir qu'il y a des efforts qui sont faits pour tenter d'intégrer des aspects touchant les conditions de travail et l'individu. Par contre, on voit assez bien que l'accent est mis plutôt sur le contrôle des conditions de travail que des éléments touchant l'individu. Sur l'approche intégrée, qu'est-ce qui ressort de l'étude Salveillot? Bien là, on peut voir que les entreprises qui sont classées comme étant, les établissements, pardon, qui sont classés comme étant intégrés vont avoir tendance à s'investir, à développer davantage des pratiques entourant la conception des tâches, les demandes, les gratifications sociales, l'activité physique, la nutrition et l'équilibre travail-famille. Donc, simultanément, ces entreprises-là ou ces établissements-là vont développer ce bouquet de pratiques que nous, on va appeler intégrés parce qu'ils touchent à la fois des éléments entourant le contrôle du milieu de travail et des éléments qui touchent l'individu lui-même. Maintenant, si on regarde un peu l'effet de ces 3 profils-là sur les taux de réclamation, alors, le graphique, il parle assez bien. Le graphique que vous avez devant vous, là, on peut voir que le fait d'adopter ou de développer un ensemble de pratiques qui nous permet d'obtenir ce profil intégré, à la fois des pratiques sur le contrôle du milieu de travail et les aspects individuels. Les entreprises qui adoptent ce profil vont avoir pratiquement 3 fois plus de chances d'être des entreprises efficaces, donc des taux de réclamation plus faibles, comparativement à des établissements qui développent des pratiques de gestion partiellement intégrées ou des pratiques de gestion de type laisser-faire. Donc, se désinvestir complètement, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Alors donc, en terminant, on peut voir sur ce volet-là des pratiques de gestion que les investissements dans les pratiques de gestion qui peuvent aider à prévenir les absences pour des problèmes de santé mentale, et ça vaut la peine de s'investir là-dedans parce que selon nos résultats, ça semble porter fruit. Il y a certaines pratiques qui semblent être plus efficaces que d'autres. Conception des tâches, demande, gratification, promotion de l'activité physique et conciliation travail-famille. Et en plus, les entreprises qui vont avoir tendance à adopter un profil intégré. Donc, on va faire un effort d'intégration pour développer à la fois des pratiques qui touchent le contrôle du milieu de travail et des aspects plus individuels, vont être beaucoup plus efficaces sur cette question des taux de réclamation. Donc, vont avoir tendance à rapporter, ces établissements-là vont rapporter des taux beaucoup plus faibles de réclamation comparativement aux autres profils. Alors donc, quand on fait des efforts, c'est possible de faire quelque chose et de faire changer quelque chose dans notre milieu de travail. Ce qui est intéressant aussi, je n'en parlerai pas parce que j'aurais pu vous en parler pendant 1 heure, les analyses supplémentaires qu'on a faites ont montré que même les petites et les moyennes entreprises dans notre échantillon peuvent s'investir fortement dans le développement de pratiques de gestion. On a trouvé plusieurs petites entreprises et moyennes qui avaient réussi à implanter chez elles le profil intégré, c'est-à-dire qui développaient des pratiques qui touchaient à la fois le contrôle des conditions de travail et des aspects touchant l'individu lui-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé seulement aux grandes entreprises, mais qui peut aussi relever de la petite et de la moyenne. Donc, petites et moyennes entreprises peuvent aussi s'impliquer dans ce champ-là et espérer être efficaces. Si ça vous intéresse, il y a un rapport qui existe là-dessus. L'adresse là est disponible pour le télécharger gratuitement sur le site web de notre équipe. Alors, donc, en terminant,
Que dire d'autre que le maintien et l'amélioration de la santé et du mieux-être en milieu de travail est à la portée de tous, qu'on soit dans une petite, une moyenne, une grande entreprise. Il s'agit d'y mettre des efforts, de la volonté. Et oui, c'est possible d'arriver à améliorer les aspects de santé mentale en milieu de travail, problèmes de détresse, de dépression et d'épuisement professionnel, si on prend la peine d'y accorder de l'importance et de développer de bonnes pratiques de gestion. J'ai pris 1 minute de plus. Merci beaucoup, M. Marchand. Je pense que c'était excessivement intéressant. Il y a quelques personnes qui nous ont adressé des questions, peut-être plus de clarification. Donc, si ça vous convient, je vais vous adresser ces questions-là. Puis, n'hésitez pas tout le monde à écrire d'autres questions. Puis, je vous demanderai juste de prendre bien soin quand vous écrivez des questions sur le module de conversation, de sélectionner tout le monde et non tous les conférenciers. Simplement pour s'assurer que tout le monde puisse prendre connaissance de votre question. Donc, au tout début de la conférence, il y a Annie Plamondon qui nous demandait une petite clarification. Elle voulait s'assurer qu'elle avait bien compris qu'il y avait une association positive entre l'âge et le risque de détresse et de dépression. Donc, plus on était âgé, moins vous observiez dans l'étude qu'effectivement, il y avait de détresse. Oui, c'est ça. Il faudrait plutôt dire une association négative. Là. Plus on avance, plus les employés étaient âgés, moins les symptômes de détresse et de dépression étaient prononcés. Tout à fait. OK, parfait. Ensuite, Mme Catherine Kennel demandait est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de supervision abusive? Ah, la supervision abusive. Je m'y attendais. C'est toujours une question qui est beaucoup d'intérêt pour les milieux de travail. Alors, la supervision abusive, c'est un style de supervision qui va être extrêmement, qui va développer les superviseurs ont tendance à développer des attitudes et des comportements de contrôle très importants par rapport aux employés. Ils vont avoir tendance aussi à dénigrer les employés. On va, par exemple, donner des commentaires négatifs aux employés devant les autres. On ne permettra pas aux employés de prendre l'autonomie. On va toujours blâmer les employés lorsque des problèmes arrivent ou un employé en particulier. C'est ça qu'on parle lorsqu'on parle de supervision abusive. On n'est pas dans le harcèlement au travail. On est devant un style de supervision qui ne valorise pas la personne. Au contraire, c'est un style de supervision qui tend à la dénigrer et qui tend à ne pas reconnaître sa contribution au sein de l'organisation. J'espère que j'arrive à vous répondre ça. Ça semble très clair. Merci beaucoup. Les gens auront la chance de nous réécrire si jamais il y a plus de précision. Là, il y a une question qui est très longue, donc je vais vous la lire, de Mme Suzanne Stock. Donc, elle dit bravo. Ouais, bonjour, très Suzanne. Intéressante et utile, donc vous la connaissez. Question méthodologique sur le volet 1. Quel était le taux de participation parmi l'ensemble des entreprises clientes de la Standard Life? On a obtenu un taux de réponse des entreprises de 41 %. Alors, ça peut paraître faible, 41 %, mais quand on travaille, quand on fait des études avec des organisations, généralement, les taux de réponse sont très faibles. Généralement, les taux de réponse vont avoir tendance à tourner autour de 15, 20, 25 %. Alors, nous, comme on était avec Stand-Up Life, nous a aidé beaucoup à convaincre les entreprises qu'on avait sélectionné, nous, aléatoirement. Ce n'est pas Stand-Up Life qui a décidé, on vous donne telle entreprise. Non, nous, on a pris le bassin d'entreprises, on a fait une sélection aléatoire de ces entreprises-là. Et par la suite, Stand-Up Life les contactait pour leur demander la permission d'être contactés par l'équipe de recherche. Et donc, il y a beaucoup de travail qui était fait par Stand-Up Life pour convaincre les entreprises de nous ouvrir les portes. Et donc, 40 %, 41 % d'entre elles ont accepté de nous ouvrir les portes pour l'étude. OK. Et puis, elle demande selon la taille. Donc, j'imagine que sa question après petites, moyennes et grandes entreprises, est-ce que vous avez des taux de réponse qui étaient similaires? Les taux de réponse étaient similaires par taille d'entreprise. Il n'y a pas eu de débalancement. En fait, c'était un de nos objectifs de s'assurer qu'on avait assez de petites, de moyennes et de grandes. Et donc, on s'est assuré d'échantillonner assez de petites, de moyennes et de grandes pour avoir un taux de réponse acceptable là, compte tenu des entreprises avec lesquelles on travaillait. Donc, elle demande également, pour le suivi, avez-vous regardé les différences entre les participants et les non-participants? Avez-vous tenu compte de ces facteurs dans vos analyses? Il n'y a pas de différence. Ce qui est intéressant, au niveau des entreprises, il n'y a pas de différence en matière de taux de réclamation, parce que ça, c'est l'information qu'on avait pour tout l'ensemble de la population, pour chacune des entreprises. Il n'y a pas de différence en matière de réclamation pour problèmes de santé mentale. Il n'y a pas de différence entre les entreprises qui ont accepté de participer et les entreprises qui ont refusé de participer. Donc, il n'y a pas de biais de sélection là, qui s'est introduit là-dessus. Ensuite, on n'a pas trouvé de biais non plus associé à l'âge, au sexe, au statut marital, au revenu d'emploi. Quel autre qu'on a regardé? La scolarité.
Donc, on n'a pas les analyses qu'on a faites pour s'assurer qu'il n'y avait pas de biais, encore une fois, de réponse, semblent démontrer que ce n'est pas un biais qui est présent là, dans l'enquête Salvéo, à tout le moins pour les éléments qu'on a regardés. Et elle demande également, elle dit, parfois les facteurs qui jouent sur la santé mentale chez les hommes et les femmes sont différents. Est-ce que vous avez considéré en fait d'effectuer des analyses stratifiées chez les hommes et les femmes pour voir si votre modèle tenait ou était différent dans les deux cas? Ce qu'on a fait comme analyse, on a fait dans un premier temps, on a fait plusieurs tests pour des tests d'interaction pour évaluer si les différents effets qu'on trouvait, les différentes associations qu'on avait trouvées étaient les mêmes ou différentes entre les hommes et les femmes. À cet égard-là, on n'a pas trouvé de différence marquée. Ça, c'est un résultat qu'on trouve dans l'équipe depuis quand même plusieurs années, que ce soit à travers les données de la défunte Santé Québec ou l'enquête sociale et santé du Québec, où on a examiné également l'enquête nationale de la santé de la population. Lorsqu'on analyse, est-ce que les effets sont les mêmes entre les hommes et les femmes, on avait toujours la conclusion, dans la plupart du temps, que les effets sont les mêmes. Ce qui ne veut pas dire, par contre, qu'on ne pourrait pas aller plus loin et regarder est-ce que la structure explicative est la même entre les hommes et les femmes. Là, on est devant un autre questionnement qu'on pourrait évaluer. Par contre, dans une autre recherche pour laquelle on a été financé par les IRSC pour étudier les différences hommes-femmes en milieu de travail, les différences de genre, on est parti de l'idée, nous, que, pas seulement de l'idée, mais de l'observation que, par exemple, les symptômes de dépression étaient différents entre les hommes et les femmes. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces différences-là? Est-ce que c'est de vraies différences ou au contraire, ces différences-là sont logées dans une réactivité différentielle des femmes aux stresseurs en milieu de travail ou plutôt une exposition différentielle à des conditions de travail? Parce que les résultats ont montré jusqu'à maintenant, on a un article de publié là-dessus. Vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous enverrai la référence. Nos résultats ont démontré que les hommes et les femmes ont tendance à réagir de la même façon. Par contre, les hommes et les femmes ne sont pas exposés de la même façon aux différents stresseurs, non seulement les stresseurs en milieu de travail, mais les stresseurs à l'extérieur du milieu de travail. Et ce que nos analyses ont montré dans cet article-là, c'est que l'exposition différentielle explique complètement les différences entre les hommes et les femmes en matière de dépression. C'est-à-dire que lorsqu'on a modélisé cette exposition différentielle à travers les stresseurs du travail, hors travail, etc., il y a peu de différence de dépression, de symptômes de dépression entre les hommes et les femmes. Alors ça, pour nous, c'est un résultat extrêmement important, ce qui démontre que les écarts qu'on observe, c'est plutôt des écarts qui sont liés à, on a appelé ça, des stresseurs en milieu de travail qui sont genrés, tout simplement. Donc, des stresseurs auxquels les femmes sont davantage exposées. Un stresseur qui ressort, entre autres, par exemple, les femmes vont avoir tendance à rapporter beaucoup moins d'utilisation des compétences dans leur milieu de travail, comparativement aux hommes. Et vous avez vu dans la présentation que l'utilisation des compétences, c'est un bon facteur pour la santé mentale. Ça amène moins de détresse, dépression, épuisement professionnel. Alors, évidemment, les femmes étant en rapportant moins, pouvant moins bénéficier de ce facteur de protection, vont se retrouver plus à risque que les hommes sur les problèmes de dépression. Merci beaucoup. Il y a Mme France Tissot qui vous dit bravo pour ce projet. Merci. Et demande comment expliquez-vous l'absence de lien avec le harcèlement? C'est une bonne question. Comment on explique on a vu que le harcèlement avait tendance à s'associer à certains problèmes de santé mentale lorsqu'on ne tenait pas compte de facteurs qui étaient à l'extérieur du milieu de travail. La mesure d'harcèlement qu'on a utilisée aussi était la mesure d'utiliser, entre autres, dans l'enquête sociale et de santé du Québec de 1998, qui fait référence à une exposition au cours des 12 derniers mois. Alors, évidemment, s'il y a des personnes qui ont vécu des problèmes d'harcèlement, mais au moment où on les interroge, ça fait déjà 6, 8 mois, 10 mois, 11 mois que l'événement est passé, probablement que l'aspect, là, c'est une hypothèse, l'aspect traumatisant est peut-être amoindri, là, je dirais. Là. Et dans notre échantillon, il faut dire aussi que les problèmes de harcèlement, c'est plutôt faible. C'est plutôt faible. On tourne plutôt, alors que généralement, on va rapporter peut-être du 15 à 20 là, de problèmes d'harcèlement. Nous, on est plutôt dans du 5 à 10 dans notre échantillon. Ce qui fait que ce problème-là, compte tenu de la nature des données qu'on a, peut-être un peu moins important dans notre échantillon. OK, très bien. Paul Giguère demande en quoi consiste la conception des tâches. Ah, la conception des tâches. Alors, à quoi consiste? Ça peut consister en plusieurs choses, évidemment. Nous, on a examiné ça plutôt du côté de l'angle
de l'utilisation des compétences que l'organisation demande à son employé. Est-ce que la personne peut, elle fait toujours un travail routinier ou au contraire est sollicitée à apprendre de nouvelles choses, a des tâches multiples dans son travail, donc peut faire des choses variées. Puis d'autres éléments qu'on a examinés plus particulièrement, c'est dans quelle mesure que la personne a d'autonomie aussi dans son travail. Autonomie principalement en termes de contrôle sur la façon dont ça se passe au travail. Elle peut donner son opinion. Elle peut même aller jusqu'à décider de la façon dont elle va faire son travail. Donc, c'est à partir de ces deux éléments-là qu'on a examiné la conception des tâches. Donc, c'est qu'est-ce que permet l'organisation en termes de compétences ou d'utilisation des compétences de la personne et quel niveau d'autorité elle confère à la personne pour exécuter son travail. Puis ici, je ne parle pas de position hiérarchique. Là. Je parle vraiment de capacité autonome à prendre des décisions par rapport au travail. Merci beaucoup. Ensuite, quelqu'un demande, pourquoi est-ce rouge au niveau macro dans le modèle intégré? Donc, je pense que c'est quand vous compariez macro, méso et micro. Et il y avait, pour les deux premières cases en haut, des petits carrés rouges. Ah ben, les petits carrés rouges, ça voulait dire que, quel que soit le profil, que ce soit le profil laissé faire, partiellement intégré ou intégré, ce n'étaient pas des aspects qui étaient développés par les organisations. L'emphase n'était pas mise sur, par exemple, développement de site web. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, là, c'est pas... mais l'accent n'est pas mis que là-dessus. On peut en faire un peu, mais si on fait que ça, puis on néglige le contrôle du travail, des conditions de travail, puis des aspects plus individuels, c'est là qu'on risque de passer à côté. Alors, ce qui semble être important, d'après les résultats de Salveo, c'est vraiment de s'investir sur des pratiques qui vont avoir un effet direct sur les personnes en termes de contrôle des risques dans le milieu de travail, puis d'aspects qui touchent la promotion de l'activité physique, la conciliation travail-famille, voire la nutrition, là, les bonnes pratiques alimentaires chez les personnes. On a parlé un petit peu de la différence homme-femme tout à l'heure. Quelqu'un a posé la question, pourquoi les femmes sont-elles plus atteintes en général? Donc, je ne sais pas si vous voulez revenir sur, je pense qu'on parle à la fois de détresse, dépression. Ben, dans notre échantillon, c'est pas seulement dans notre échantillon, c'est dans plusieurs études aussi, c'est comme ça. Les femmes vont avoir tendance à rapporter davantage de détresse et d'épuisement et de symptômes de dépression. Par contre, comme je l'expliquais tantôt, lorsque dans les analyses qu'on a fait suite à d'autres financements qu'on a eus, on a montré que en matière de dépression, par exemple, lorsqu'on tient compte que les femmes et les hommes vivent pas les mêmes stresseurs, ne sont pas exposés de la même façon aux stresseurs en milieu de travail. Quand on tient compte de ça, les différences entre les hommes et les femmes s'éliminent. Si au départ, on remarque que les femmes ont plus de dépression que les hommes, pour faire les choses un peu simples, c'est parce que, entre autres, les femmes peuvent moins utiliser leurs compétences au travail. Ils vont avoir tendance à faire possiblement un travail plus routinier, ils peuvent moins se développer au sein de l'organisation, etc., etc. Et quand on tient compte de ça, les différentes hommes-femmes disparaissent. Donc, ce n'est pas génétiquement parlant que les femmes rapporteraient davantage de dépression, c'est parce qu'elles ne sont pas exposées de la même façon que les hommes aux stresseurs en milieu de travail. Merci beaucoup. Je pense que ça apporte des clarifications très intéressantes. Grégory Moulec dit excellente présentation, merci beaucoup. Et demande, avez-vous observé des maladies chroniques qui sont plus particulièrement associées à la détresse psychologique, la dépression et l'épuisement professionnel? Je ne sais pas si c'est une information que vous aviez. C'est une excellente question. Écoutez, on a mesuré, l'outil qu'on a mesuré permet d'identifier jusqu'à 29 problèmes de santé chronique là, différents. Nous, on n'a pas travaillé sur tenter d'identifier y a-t-il un problème de santé chronique en particulier. On s'est plutôt créé une espèce de mesure composite. L'individu devait vivre au moins 2 problèmes de santé chronique, parce que là-dedans, il y a des allergies, il y a toutes sortes de problèmes de santé qu'on peut rapporter. Mais c'est une excellente question. C'est quelque chose qui pourrait être, comme on a des informations, c'est quelque chose qui pourrait être examiné dans le cadre de l'étude de Salveo. Est-ce qu'il y a des problèmes en particulier? Ben, je peux vous dire que j'ai regardé un petit peu plus ça de manière informelle, là, et j'ai vu, entre autres, dans nos données, que les problèmes de migraine, les gens qui ont des problèmes de migraine chroniques, là, vont avoir tendance à rapporter plus des 3 problèmes qu'on a examinés. Plus de détresse, plus de dépression, plus de problèmes d'épuisement professionnel. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Avis aux intéressés. Avis aux intéressés, on pourra faire une demande de subvention. Merci. Jessica Turner demande, connaissez-vous la répartition de votre échantillon d'entreprises dans le secteur privé et public? Et avez-vous comparé les résultats des entreprises syndiquées avec ceux des entreprises non syndiquées? Oui. Si oui, est-ce que vous avez vu les différences?
Parfait, merci de votre question. C'est toutes les entreprises du secteur privé. Comme on a travaillé, nous, avec un assureur, Standard Life, à l'époque, n'avait comme client que des entreprises du secteur privé. Donc, nos entreprises, c'est des entreprises du secteur privé. Oui, on a examiné la question de la syndicalisation et on n'a pas, pour les entreprises qu'on a étudiées, on n'a pas trouvé d'effet spécifique au fait d'être syndiqué ou non syndiqué, que ce soit à la fois sur l'exposition aux facteurs de risque, les symptômes de détresse, de dépression, d'épuisement, voire les pratiques de gestion que développent les entreprises. On n'a pas trouvé de différence là, en termes d'entreprises syndiquées ou non syndiquées. Il faut dire aussi que dans cet échantillon-là, si on avait eu un petit peu plus d'entreprises syndiquées, ça aurait été encore mieux. Rappelez-vous qu'on en a seulement 33 là. Ça veut dire que 33, ça veut dire qu'on a à peu près 18-20 entreprises. Là. Donc, d'avoir un petit peu plus, ça aurait peut-être aidé à trouver davantage de différences. Très intéressant. Paul Gilliard demande quelles sont les meilleures pratiques de gestion pour éliminer la supervision abusive. Oui, c'est ça. Écoutez, ça, c'est une bonne question. On n'a pas développé beaucoup jusqu'à maintenant à partir des données de Salvéo sur la supervision abusive. Par contre, ce qu'on s'est aperçu avec une étudiante de doctorat qui est en train de réaliser sa thèse, c'est qu'il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est la culture organisationnelle. Lorsque les cultures organisationnelles sont de type contrôlante, là, quand je parle de culture, je parle de ce qui se passe au niveau de la structure de gestion, là, la culture de l'entreprise au niveau général. Donc, ce qui est toléré dans l'organisation, des comportements, par exemple, autoritaires, contrôlants, qui laissent peu d'autonomie, ce sont donc des comportements qui sont tolérés, voire valorisés dans l'organisation. Ça représente une part de la culture de cette organisation-là. Mais ce que l'étudiant trouve actuellement, c'est que cette culture-là va favoriser davantage de styles de supervision de type abusif, là. Donc, on va retrouver davantage de superviseurs de type abusif dans ces types de culture organisationnelle-là. Par contre, si la culture organisationnelle est de type groupal, la culture organisationnelle de type groupal, c'est celle qui fait place à l'individu, valorise ses compétences, le travail en groupe, valorise l'autonomie, la reconnaissance, bref, la culture que tout le monde voudrait avoir dans son organisation, à peu près. Parlerai ici. Là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le style de supervision abusif est beaucoup moins développé dans ces organisations-là. Donc, il y a un lien entre comment la gestion permet ou tolère des comportements dans son milieu de travail et la correspondance avec des comportements réels, concrets dans le milieu de travail. Merci. Donc, je prends une dernière question qui est dans le message. Bonjour, Alain. Bravo pour cette présentation. Si les pratiques organisationnelles sont si déterminantes, peut-on projeter des normes comme entreprise en santé ou les normes canadiennes de santé psychologique et sécurité au travail doivent viser des transformations organisationnelles vers des styles de leadership transformatifs et une valorisation de l'implication des employés dans cette transformation? Moi, je dirais que oui, tout à fait. Là, compte tenu des résultats qu'on a ici, c'est clair que, par exemple, un résultat qui est très fort dans l'étude, c'est les pratiques de gestion entourant la conception des tâches, la participation des employés. Puis ce qu'on a mesuré, nous, c'est la participation directe, pas seulement vous sentez-vous, non, c'est dans quelle mesure que les employés sont impliqués dans des comités, dans des organismes décisionnels, donc ils ont un contrôle sur le milieu de travail. S'ils ont un contrôle sur leur milieu de travail, ils peuvent donc proposer, voire implanter des actions précises pour tenter de réduire certains risques auxquels ils sont exposés. Je suis tout à fait d'accord avec cette orientation que oui, effectivement, les normes devraient peut-être se diriger vers davantage des aspects comportementaux, je dirais, là, dans quelle mesure qu'il y a des pratiques de gestion qui vont favoriser certains styles de leadership, certains styles de supervision dans les organisations qui vont avoir des effets positifs sur la santé des employés. Merci beaucoup, M. Marchand. On va s'arrêter ici. Juste avant de clore le webinaire, je vous demanderais juste ceux qui sont plusieurs par salle, simplement avant de quitter, nous l'inscrire dans le module conversation du webinaire. C'est des informations précieuses pour nous qu'on aime bien colliger. Donc, en terminant, je tiens à remercier très chaleureusement M. Marchand. C'était vraiment excessivement intéressant. Merci à vous tous d'avoir participé. Un très grand merci à Denise Koubanioudakis, que vous ne voyez jamais, mais qui est derrière toute l'organisation de ces webinaires et le déroulement
des webinaires. Donc, merci beaucoup, Denise. Très efficace, je peux vous le dire. Je n'ai pas d'expérience avec ça, là, vraiment. Là, wow. On est pris en charge de manière exceptionnelle. Donc, je vous rappelle, vous allez recevoir dans les prochains jours, encore une fois, de la part de Denise, un message courriel avec la présentation et également le lien vers l'enregistrement de la conférence d'aujourd'hui qui sera accessible sur YouTube. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à cette dégustation de savoir. Merci encore une fois à M. Martin, notre conférencier, et au plaisir de vous revoir prochainement. Merci.